Vous voyez tout de suite quel point je vais avancer d'abord. Il y a 10 ans, le Québec était sur le point de devenir un pays et le Canada d'éclater. Ce soir et demain, une histoire extraordinaire d'intrigue et de passion. D'un premier ministre sûr de la victoire. Vous les avez écrasés à l'Assemblée nationale. De chefs souverainistes hantés par la défaite. Le oui est porteur de changement. C'est une histoire de grandes stratégies, de conflits d'ego et de revirements spectaculaires. Il y a 10 ans, des millions de citoyens retenaient leur souffle. Il y a 10 ans, le Québec et le Canada étaient au point de rupture. Nous allons leur poser la question qui fait d'un peuple un pays. La démocratie a parlé. Le projet souverainiste va prendre rapidement un virage. Acceptez-vous que le Québec... Moi, je n'accepte pas la question. Give us a real question. C'est programmé l'échec de cette offre-là. La souveraineté de notre pays, le Québec. Seul le Québec dans le Canada. Ils sont fiers des Canadiens aussi. C'est un pays. Divorce today and lovers tomorrow. Et vous allez en manger une belle. Gardons l'espoir. C'est le temps qu'on sorte du marasme. Il faut écraser. Si la tendance se maintient. Vive le Canada! C'est vrai qu'on a été battus Vous savez que c'est non. par l'argent des votes ethniques. Le monde est petit, parfois trop petit. Durant les vacances de Noël de 1969, Jacques Parizeau et Jean Chrétien se retrouvent par hasard au même hôtel sur une plage du Mexique. C'est la première fois que les deux adversaires se rencontrent en dehors du travail et ils promettent à leurs épouses d'éviter les sujets politiques. Mais Parizeau se vante d'avoir étudié à la prestigieuse London School of Economics, contrairement à Chrétien. La remarque crée un malaise, et les deux hommes s'évitent pour le reste du séjour. Ce n'est pas étonnant, car il serait difficile d'imaginer deux hommes plus différents l'un de l'autre que Jacques Parizeau et Jean Chrétien. Jacques Parizeau est né en 1930, dans une famille bourgeoise de Montréal. Il a fréquenté les écoles privées et obtenu un diplôme universitaire en Europe. Il est parfaitement bilingue, aristocrate de tempérament et universitaire de profession. Il se lancera dans les marécages de la politique à contre-cœur et il n'y prendra jamais goût. La seule raison pour laquelle je suis rentré en politique, c'est pour faire l'indépendance du Québec. En soi, vous savez, la politique, c'est pas très drôle. Jean Chrétien est né dans un milieu ouvrier du Québec rural. Et il a dû se battre pour réussir chaque étape de sa vie. Il veut devenir architecte. Mais dès son adolescence, son père le dirige vers la vie publique. Il deviendra un grand tribun populaire et un adepte du jeu robuste qu'est la politique. Moi, je planifiais pas ma vie là, pour être premier ministre. Donc, je voulais faire plaisir à mon père, puis j'aimais la politique. J'en avais fait beaucoup d'université, alors pour pouvoir continuer à faire de la politique, gagner ma vie, ça me plaisait. Durant les années 60, le Québec est en pleine ébullition. Des milliers de jeunes militent pour l'indépendance du Québec. D'autres préfèrent affirmer la place des francophones au sein du Canada. Comme beaucoup de jeunes, Jacques Parizeau et Jean Chrétien doivent choisir. Jacques Parizeau choisit Québec. Il devient un des brillants fonctionnaires de la Révolution tranquille qui jette les bases d'un État moderne. Il constate finalement que le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir un pays. Mon adhésion au Parti québécois entraînera-t-elle ma candidature? En 1969,
il fait le saut en politique. Il adhère au Parti québécois de René Lévesque. Il est aux antipodes des nationalistes passionnés. Pour lui, c'est essentiellement un choix intellectuel. Souvent, on me décrivait comme un technocrate sans âme. Jusqu'à un certain point, c'était assez vrai. Moi, je suis venu à la réaction émotive, de se dire, mon Dieu, que ce serait beau d'avoir son propre pays, plus tard. J'y suis venu. Mais ça a pris un certain temps. Jean Chrétien choisit la scène fédérale et est élu en 1963. Il arrive à Ottawa ne parlant pas un mot d'anglais. À cette époque, Ottawa est résolument anglaise. Peu de francophones s'y sentent chez eux. Jean Chrétien sera tenté de partir, mais il restera. Très tôt, il se démarque des jeunes Québécois qui épousent l'indépendance. Le Canada et le Québec coexistent en lui, sans conflit. Je ne suis pas de ceux qui considèrent le gouvernement canadien comme une puissance étrangère nourrissant des desseins sinistres et des projets machiavéliques à l'égard de la population du Québec. Je suis fier de mes origines. Tout le monde sait d'où je viens. Il m'appelle le petit gars de Shawinigan d'un océan à l'autre. Alors, tout le monde sait, je parle l'anglais comme un gars qui vient du Québec, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, mes origines sont bien connues, sauf que je suis un Canadien, mon pays, c'est le Canada, et j'y crois. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. En 1976, le Parti québécois est élu. L'affrontement avec le Canada anglais est inévitable. Ce pays du Québec viendra... René Lévesque va tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. À Ottawa, on doit se poser une question fondamentale. Le Canada est-il divisible? Une majorité claire et démocratique dans un référendum, comme nous l'avons promis. Il y avait eu un débat au cabinet à l'époque. Les gens disaient, le Canada, c'est indivisible. Alors, on avait un débat là-dessus et on avait, nous, décidé, il y a beaucoup de ministres qui disaient, non, c'est indivisible le Canada, on va miser sur la démocratie. Si les gens, clairement, ne veulent pas rester au Canada, ben, on acceptera. Au référendum de 1980, Jean Chrétien est le fer de lance du gouvernement fédéral. Moi aussi, j'aurais voulu qu'on gagne la bataille des plaines d'Abraham. J'étais pas là pour réveiller mon camp pendant que Wolfe est monté durant la nuit. Si j'avais été là, je l'aurais réveillé, puis ben correct, mais on l'a pas gagné. Jacques Parizeau fait campagne loyalement aux côtés de René Lévesque, même s'il croit que le projet de Souveraineté Association porte en lui le germe de sa propre défaite. Si on casse avec le Canada, il faut que ça soit une opération, j'allais dire, chirurgicale. Leur demander, êtes-vous d'accord pour... La réponse va venir très vite, non. La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Je répète... Le 20 mai, les fédéralistes triomphent aisément sur les souverainistes. Jean Chrétien croit que la question est réglée pour un bon bout de temps. Pour les souverainistes, ce n'est que partie remise. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. La prochaine fois viendra, et cette fois, ce sera Jacques Parizeau et Jean Chrétien qui seront au premier rang. Mais c'est un autre personnage, un grand admirateur de Lévesque, qui transformera complètement la dynamique de l'affrontement. Lucien Bouchard a toujours été un passionné, même lorsqu'il était jeune. Son érudition et son intelligence feront de lui un grand orateur. Il devient avocat, avec des talents extraordinaires de négociateur. Comme bien des Québécois, il est tiraillé entre la souveraineté et le fédéralisme. En 1988, il est ministre dans le gouvernement conservateur de Brian Mulroney. Il est aussi le principal promoteur de l'accord du lac Meech. Mais en 1990, quand l'accord est rejeté, il abandonne le fédéralisme canadien. Il est nu, le Québec.
devant les navaux de province. Il s'est mis à nu, en toute confiance, en toute candeur. Il s'est reposé sur la confiance qu'il avait dans la signature des partenaires. Et maintenant, quand les partenaires déchirent la signature, il n'a plus rien à donner, le Québec. Mais on en demande encore. Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner? Bouchard incarne alors la colère des Québécois ulcérés par le refus du Canada anglais de les reconnaître comme une société distincte. Moi, je dis non. C'est assez. Assez, c'est assez. Il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. Vive le Québec! Un grand vent de nationalisme se lève sur le Québec. Jean Chrétien promet et jure solennellement... Tout est en place pour un autre affrontement entre le Canada anglais et le Québec. J'exécuterai loyalement... En 1993, Jean Chrétien devient premier ministre du Canada. Il s'est engagé à ne plus parler de réforme constitutionnelle. Dieu me soit en aide. Je jure que je serai fidèle, et porterai vraie allégeance, à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Lucien Bouchard est chef de l'opposition officielle et du Bloc québécois, dont le but est de sortir le Québec de la Confédération. L'Ouest canadien est aussi en révolte et exige des réformes. Il élit Preston Manning et son parti réformiste pour secouer le gouvernement central. Il ne manque qu'un gouvernement souverainiste à Québec pour déclencher une crise. Ce n'est qu'une question de temps. À l'été de 1994, Jacques Parizeau est heureux. Il prépare son grand assaut. Il est chef du Parti québécois et il espère devenir premier ministre dans quelques semaines. Il s'approche du but. Depuis l'échec référendaire de 1980, il peaufine sa propre stratégie. Il n'est pas intéressé à devenir premier ministre d'une province. Il entend tenir un référendum dans 8 à 10 mois. Il ne répétera pas l'erreur de René Lévesque. La souveraineté ne sera jamais conditionnelle à une entente avec le Canada anglais. Le 12 septembre 1994, il est élu. Mais il y a un nuage à l'horizon. Depuis l'échec de Mitch, l'appui à la souveraineté a le vent dans les voiles. Il y a à peine un an, presque la moitié des Québécois avaient voté pour Lucien Bouchard et le Bloc québécois. Ce soir, Parizeau ne récolte que 44% du vote populaire. Cette victoire décevante est de mauvais augure pour la prochaine étape. Lucien Bouchard flaire le danger. Nous allons leur poser Jacques Parizeau ne s'en fait pas du tout. la question qui fait d'un peuple un pays. Il attend ce moment depuis longtemps. Il ne ralentira pas maintenant. Le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, a été hospitalisé hier soir à Montréal. Il a été victime de cette fameuse bactérie mangeuse de chair. C'était le choc quand on a mentionné cette bactérie cannibale. Ce soir, M. Bouchard est aux soins intensifs à l'hôpital Saint-Luc de Montréal. Son état est sérieux. Le 1er décembre 1994, Lucien Bouchard est terrassé par un mal féroce. Donc, ça progresse à un rythme fulgurant d'1 pouce à l'heure. Et ça s'est présenté comme un mal très bénin, un petit mal au mollet, et qui, au bout de quelques heures et surtout quelques jours, est devenu une attaque féroce sur ma vie.
devant tous, je lui dis à lui, accrochez-vous, mon vieux. Moi, je trouve ça dramatique. Et je vais beaucoup penser à lui, et surtout à son épouse et ses enfants. Lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons que ce n'est pas aussi grave qu'on ne nous l'a laissé entendre jusqu'à ce moment-ci. Aujourd'hui, dans sa lutte intime, tout un peuple est derrière lui. Merci, Monsieur le Président. À travers toute cette brume, je me rappelle d'un instant de réalisme là, exacerbé où vous vous trouvez assis dans votre lit d'hôpital au début de la nuit, avec Audrey à côté de moi. Et puis, je sais pas, il me semblait qu'il y avait une foule de médecins, il y en avait peut-être seulement 3 ou 4, mais... Et puis, d'un air sombre, finissent par me dire, au début, avec, vous savez, des ménagements, mais on finit par comprendre qu'est-ce qu'ils nous disent. Écoutez, on vous coupe la jambe, et puis c'est votre vie qui est en cause, puis on ne vous garantit pas non plus que couper la jambe, ça va suffire. Et vous avez à décider. Et puis là, évidemment, les premiers moments, là, vous savez, vous êtes comme sonné comme un boxeur, hein? Et là, vous avez à prendre cette décision. En fait, là, c'est... Pour la première fois de ma vie, je me suis trouvé en face d'une situation où c'était la vie ou la mort. Je voudrais, tout le monde, les gens étaient ici, vous voyez qu'il ne passerait pas la nuit. Est-ce que c'est votre opinion? Merci. Dans la nuit, Lucien Bouchard se fait amputer la jambe gauche. La nouvelle provoque la consternation. Nous sentons tous que ça peut avoir un effet sur le destin du Québec. C'est pour ça que c'est aussi grave que ça. Et puis là, j'ai signé toutes les autorisations parce que la jambe s'était passée. Il a fallu qu'il coupe. Et on a presque ouvert en deux. J'ai une cicatrice extrêmement longue tout le long du corps parce que la bactérie montait. C'est une course contre la montre, hein? Et puis finalement, ils ont tout fait ce qu'ils ont pu là, pour la contrer. Et à la fin, ils ont dit maintenant, on ne peut pas couper autre chose que ce qu'on a coupé là. Et là, il faut attendre voir. Il y avait une période de 2-3 heures où c'était d'un bord ou de l'autre. Et il y a un médecin qui a dit à Audrey, écoutez, là, c'est un miracle qui peut le sauver maintenant. Une jeune famille, moi j'ai un enfant de 5 ans et un autre de 3 ans. Mes enfants, qu'est-ce qui va leur arriver? Les enfants ont besoin de moi. Dans son village natal, 5 heures de Marie, le sort du petit gars du coin est au cœur des prières. C'était mon petit frère qui était malade, là. On avait besoin encore de Lucien Bouchard. On en avait besoin. Quand même mutilé, on en avait besoin. C'est pour ça que j'ai prié. On ne priait pas que dans la province de Québec. Je peux vous dire qu'il était aussi dans mes prières, comme dans celles de plusieurs Canadiens. Je me rappelle avoir prié pour lui ce soir-là en rentrant chez moi à Edmonton et m'être aussi demandé quel impact ça aurait sur la cause séparatiste, parce qu'il était l'homme en qui tout le monde avait mis beaucoup d'espoir. De perdre Lucien Bouchard à ce moment-là, au moment où le succès commence à s'organiser, moi, mon sentiment immédiatement, c'est de me dire que son décès confirmerait dans l'esprit de beaucoup de Québécois que le projet souverainiste est victime d'une malédiction, hein, qu'il est voué à l'échec. Notre meilleur, au moment où on voulait essayer, on le perd, il y a quelque chose de maudit dans l'affaire. Après plus de 36 heures d'angoisse, l'espoir renaît. Lucien Bouchard sortira vainqueur de ce pénible combat. Nous pouvons affirmer qu'il est presque certain que les microbes ont été détruits et l'infection a été enrayée.
tout au cours de cette, disons, épopée, il a démontré un courage exceptionnel, lui et toute sa famille. Devant les médias, un des médecins brandit une note griffonnée par Bouchard. Cette note deviendra un symbole. Où c'est bien marqué là, en toutes lettres, que l'on continue, merci. Tout au long de sa réadaptation, une seule question est sur toutes les lèvres. Lucien Bouchard reviendra-t-il à la vie politique? Pour beaucoup, l'issue du référendum en dépend. À Washington, les pays se bousculent pour se faire entendre. Mais le Québec n'a droit à aucune représentation diplomatique ici. Qu'importe, Jacques Parizeau doit séduire les Américains, car un Québec indépendant ne pourrait pas survivre sans leur bienveillance. Il se bute contre 2 ambassadeurs et le poids de l'histoire. Les États-Unis constituent une terre très infertile pour toutes les questions, toutes les idées d'indépendance, de souveraineté, simplement à cause de l'histoire américaine. La guerre civile américaine n'est pas si ancienne et les Américains se souviennent de l'horrible résultat de cette guerre civile. Rappelez-vous, c'est le conflit le plus sanglant de leur histoire auquel les Américains ont été mêlés. Plus de 500 000 morts lors de la guerre civile. Alors, toute situation qui ressemble un peu à ce qu'ils ont vécu avant la guerre civile leur fait peur, crée beaucoup d'émotions, de traumatisme chez plusieurs d'entre eux. Je le vivais chaque semaine. Chaque fois que je faisais un discours quelque part aux États-Unis, je voyais toujours des visages angoissés quand cette question était abordée. Raymond Chrétien, le neveu du premier ministre, occupe tout le terrain diplomatique. L'ambassade canadienne est située à 2 pas du Capitole, ce qui témoigne des liens étroits entre les 2 pays. Ces diplomates ont un accès privilégié au plus haut niveau de l'administration américaine. Du côté américain, James Blanchard, l'ambassadeur au Canada, est un ami personnel du président Bill Clinton. Et il sera un irritant constant pour Jacques Parizeau. Il appuie le Canada sans réserve. Et il ne se gêne pas pour le dire, même si la position officielle des États-Unis, le mantra, reste qu'il appartient aux Canadiens de décider de leur avenir. Ce mantra était utilisé par les souverainistes qui disaient « Les États-Unis s'en fichent » ou « Nos relations avec les États-Unis vont s'améliorer si nous quittons le Canada » ou encore « Rien ne changera, nous aurons toujours l'ALENA, le pacte de l'automobile, le NORAD, l'OTAN. » Nous aurons tout ça. Les Américains s'en fichent, ils sont probablement secrètement de notre côté parce que nous les aimons tellement. C'est le genre de choses que j'entendais constamment lors de mes déplacements. Parizeau n'est pas au bout de ses peines. Il doit aussi faire face à un autre adversaire qui ternit la réputation du Québec à l'étranger et surtout aux États-Unis. Depuis des années, les cris de l'abbé James utilisent toutes les tribunes internationales pour contester les projets d'Hydro-Québec sur leur territoire. Avec l'élection du Parti québécois, les cris ajustent le tir et s'attaquent aussi aux projets souverainistes. Nous ne voulions pas contester le droit des Québécois de décider de leur avenir ou d'exercer leur droit à l'autodétermination. Mais nous disions, si vous réclamez ce droit à l'autodétermination, ne niez pas que ce même droit s'applique aux Premières Nations. Dans ce cas-ci, aux cris du Québec. Matthew Kuncombe sait que Jacques Parizeau doit protéger l'image du Québec aux États-Unis. Profitant d'une sortie à Washington pour s'opposer à l'ambitieux projet hydroélectrique de Grande Baleine, Kuncombe dénonce l'affirmation de Parizeau selon laquelle les Cris auraient cédé leurs droits ancestraux. Il dit que Parizeau devrait avoir honte et il l'accuse de faire preuve de colonialisme et même de racisme. Parizeau prend les grands moyens. Sans préavis, il annule le projet de 13 milliards et du coup, les Cris perdent leur tribune. Ce projet, il est
sur la glace pour un bon bout de temps. Sinon, on a commencé à avoir des discussions intelligentes le jour où j'ai dit on n'a pas besoin de grandes baleines, on le fait pas. Alors là, plus de démonstrations aux États-Unis pour demander aux universités américaines de ne pas s'acheter d'obligations du gouvernement de Québec. Plus de manifestations en Europe pour indiquer à quel point on est en train de les noyer. Rien. Si Parizeau a réussi pour l'instant à museler les cris, les difficultés à faire passer son message aux États-Unis restent énormes. Mais il n'est pas du genre à se décourager facilement. Il croit avoir réponse à tous les problèmes, y compris celui-là. Il se rendra à Washington en passant par Paris. Jacques Parizeau est convaincu que la France et les pays de la francophonie reconnaîtront rapidement le nouveau pays du Québec. Depuis des décennies, le Québec et la France ont tissé des liens diplomatiques étroits, aux grandes dames d'Ottawa. À Paris, Parizeau a droit aux égards dus à un véritable chef d'État. Ici, il entre par la grande porte. Mais il courtise aussi la France parce qu'il croit que les Américains n'accepteront jamais que les Français reconnaissent avant eux un nouveau pays en Amérique. C'est le grand jeu de Jacques Parizeau. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir les Américains contre nous. Et pour ne pas avoir les Américains contre nous, il faut que l'appui français soit visible et concret et rapide. Alors ça, c'est le grand jeu de M. Parizeau. Je souris avec affection parce que, bon, c'est ce qu'il croyait, que les États-Unis auraient reconnu la souveraineté du Québec avant la France pour ne pas se faire dire que sur son territoire, elle aurait été deuxième à le faire. Bon, moi, j'ai toujours eu une réponse à ça, c'est de dire « on verra, on verra ». En janvier 1995, il est accueilli avec tous les honneurs à l'Hôtel de Ville par Jacques Chirac, alors maire de Paris et candidat sérieux au poste de président de la République. En fait, il ne nous appartient pas de juger à la place des Québécois, mais il nous appartient de reconnaître, le cas échéant, ce que veulent les Québécois. Et compte tenu de nos liens, nous ne pouvons être que nous autres nations francophones, et pas seulement la nation française. Nous devons être naturellement parmi les premiers. Auprès duquel on vous avait souvent dépeint. Parizeau est reçu par toutes les personnalités importantes dans la capitale française. Le faste protocolaire auquel il a droit lui plaît, mais irrite le gouvernement canadien et surtout Jean Chrétien. Oui, des frères, car c'est comme tel que nous vous reconnaissons, que nous vous reconnaîtrons toujours. On déroule les tapis, on reçoit les personnes à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, on fait des dîners. Alors je dis à M. Chrétien, je lui dis au téléphone et je lui écris surtout, de grâce, monsieur, ne réagissez pas. Parce que les conséquences seraient probablement plus sérieuses qu'elles le sont actuellement. Jean Chrétien se retient. Mais il dit à la blague que le Québec a autant de chances de devenir indépendant que Chirac de devenir président de la France. Le grand jeu est lancé. Parizeau quitte Paris satisfait mais soucieux. Les Français feront-ils ce qu'ils disent? Et les Américains suivront-ils? Les deux pays se feront entendre durant la campagne. À l'hiver de 1995, Lucien Bouchard revient dans l'arène politique après une convalescence d'à peine 12 semaines.
Son retour sur la colline parlementaire est chargé d'émotions. Le camp souverainiste retrouve son âme. Certains ont cru qu'il ne reviendrait pas à la politique, que son épreuve aurait changé ses priorités. Au contraire, dit-il. Le bloc est en pleine forme. Ce fut l'occasion de découvrir une des grandes vérités de la vie. Il sait maintenant que le temps est précieux, que les heures sont comptées. La campagne référendaire, c'est pour bientôt et il n'y a plus de temps à perdre. Il va s'engager à fond. Son retour est un puissant stimulant pour ses troupes et pour leur cause. Mais la première chose que je vais vous dire, c'est que vous m'avez manqué. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous m'avez manqué. Durant tous ces mois où j'ai lutté contre la maladie, où j'ai été extrêmement chanceux parce que la guérison s'est avérée beaucoup plus vite que les gens l'avaient prévu, et où j'ai combattu pour reprendre ma vigueur physique puis de pouvoir remarcher à nouveau. Et l'idée de me retrouver debout à nouveau un jour, et debout dans un lieu public comme la Chambre des communes qui est mon travail. Pour moi, là, il y avait tout un symbole. La jambe coupée, vous savez, c'est quelque chose. Hein, son intégrité physique, hein, c'est quelque chose. On ne peut pas le réaliser tant qu'on ne vit pas. Il est devenu, en politique, l'incarnation du courage et de la persévérance. Tant ses adversaires que ses alliés sont conscients de cette transformation, même s'ils n'en saisissent pas encore toute la portée. Voici cet homme qui a frôlé la mort, qui a une jeune famille, une jeune épouse, et qui choisit de revenir au Parlement. Ça soulignait l'importance de son travail. Les gens ont alors accordé plus d'attention à ce qu'il disait. Moi, j'ai eu l'impression d'un homme plus décidé que jamais, que ça a renforcé chez lui certaines décisions, certaines façons de faire, certaines convictions. On va avoir des meilleurs emplois après. Je peux pas signer un chèque en blanc et dire oui, on fait la souveraineté, puis ensuite on verra. Avant d'opter pour ou contre la souveraineté, j'aurais besoin d'en connaître le prix. Écoutez, il s'agit pas d'acheter une paire de petites culottes. Je trouve que c'est une opération qui donne pas grand-chose. Pendant l'absence de Lucien Bouchard, Jacques Parizeau avait lancé une grande consultation pour rallier les Québécois à son projet de souveraineté. Les tribunes téléphoniques témoignent des hésitations de la population. C'est une affaire de peuple. C'est une affaire de culture. Il faut parler en termes simples. Il n'y a aucune réponse qui a été donnée par les commissaires sur des questions comme les coûts de la souveraineté, la part de la dette. Les Québécois sont plus inquiets qu'enthousiastes. Certains trouvent Jacques Parizeau et son projet trop radicaux. Ils se sentent brusqués et ils craignent que Parizeau les entraîne vers une catastrophe. Je voterai non pour la souveraineté si c'était en juin, parce que c'est trop tôt et on ne devrait pas presser le peuple. À la fin de l'hiver, les sondages confirment qu'il n'y a aucune tendance vers la souveraineté. 60% des Québécois voteraient non. Lucien Bouchard comprend que les Québécois souhaitent conserver un lien privilégié avec le Canada, alors que Jacques Parizeau considère que c'est une illusion. Il croit que le Québec doit faire la souveraineté d'abord et que les deux pays établiront des relations normales par la suite. Il faut bien lire les sondages. Quand j'ai vu le sondage de CBC, 40-60, bon, c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est peut-être plus 42, 43, 44, je sais pas, mais enfin, les ordres de grandeur sont tels que il faut surtout regarder dans ces sondages-là quelles sont les véritables intentions des Québécois. Dès son retour, Lucien Bouchard annonce ses couleurs. Bouchard est un instinctif. Il sait qu'il ne faut pas presser les gens. Contrairement à Jacques Parizeau, qui semble vouloir aller de l'avant malgré les sondages, Bouchard soutient que le camp du oui doit offrir aux Québécois les assurances qu'ils exigent. C'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas changer, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des appréhensions puis des perceptions. Mais on peut les canaliser, par exemple, dans le sens d'un projet qui va faire avancer les choses. Le 12 mars, Lucien Bouchard passe à l'action. Sachant que de nombreux souverainistes l'appuient, il va confronter le premier ministre. Il demande à Parizeau d'offrir un partenariat au Canada et de tenir 2 référendums avant de faire la souveraineté. C'est la démarche de 1980. Pour Jacques Parizeau, c'est l'hérésie. Les deux hommes se rencontrent dans l'intimité de la résidence du premier ministre à Outremont.
Le combat des chefs est engagé. Mes discussions avec M. Bouchard, comme avec les autres d'ailleurs, ne vont pas durer très, très longtemps. Pour une raison qui est tout à fait simple. Moi, ça fait plusieurs années que je prépare une démarche qui est incompatible avec celle qu'il me propose. On ne peut pas réconcilier ça avec une sorte de compromis. Moi, je veux faire un référendum pour réaliser la souveraineté du Québec. Pas pour obtenir l'autorisation de négocier. Je veux la faire. Il y avait un soupçon qui était toujours là que M. Bouchard n'était pas un vrai souverainiste, alors que M. Parizeau est un peu l'antidote de ça à toute fin pratique. Lui, c'est un souverainiste, il est reconnu comme un pur et dur. Lui, c'est la franchise, c'est la clarté toujours. Et alors, l'autre personne à côté qui arrive avec une autre approche qui est peut-être plus proche de celle de René Lévesque que de celle de M. Parizeau. Il y a toujours certains soupçons, plus ou moins, de traîtrise qui traînent dans l'air. Jacques Parizeau croit qu'il a étouffé la contestation dans l'œuf. Il se trompe. Dans les semaines qui suivent, il sera bousculé de toutes parts. Nos troupes ne veulent pas être envoyées à l'abattoir. D'abord par son propre vice-premier ministre, Bernard Landry. L'idée, là, vous l'avez compris, moi, je veux pas être le commandant en seconde de la brigade légère qui fut exterminée en Crimée en 20 minutes à cause de l'irresponsabilité de ses commandants. J'aime mieux pas faire de commentaires. Parce que je pourrais devenir grossier, puis j'aime pas être grossier. Mais il est évident que... Je vois ça à peu près, la charge de la brigade légère à Balac... Enfin, bon. Assailli par ses alliés, Jacques Parizeau doit céder un peu. Il annonce que le référendum n'aura pas lieu au printemps. Ce n'est pas suffisant pour Lucien Bouchard. Il croit maintenant que Parizeau préfère risquer de perdre le référendum que de modifier sa stratégie. Bouchard ne veut pas revivre la déroute de 1980. 3 semaines après leur première rencontre, les deux chefs s'affrontent de nouveau, cette fois à l'hôtel Delta, au centre-ville de Montréal, et devant une vingtaine de personnes. M. Bouchard est revenu à la charge en disant à M. Parizeau, comprenez qu'on est en plein cœur d'un moment stratégique. Il faut peut-être adapter un peu notre stratégie. J'ai mon congrès. Vous comprenez bien que je dois dire quelque chose. Alors, donnez-moi un peu de marge de manœuvre. Faites-moi une ouverture. Et M. Parizeau va pas réagir négativement, mais pas réagir positivement non plus. Là. Tout le monde savait que c'était pas sa tasse de thé, M. Parizeau. La question, c'était pas de savoir si c'est la tasse de thé à M. Parizeau ou pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour gagner un référendum. Le congrès du Bloc québécois a lieu une semaine plus tard. Lucien Bouchard sent qu'il n'a plus le choix. Il attaque à mots couverts la démarche de Jacques Parizeau. Le projet souverainiste doit prendre rapidement un virage qui le rapproche davantage des Québécois et Québécoises et qui ouvre une voie d'avenir crédible à de nouveaux rapports Québec-Canada, répondant ainsi à leurs légitimes préoccupations. C'est le bras de fer au grand jour. L'autorité du chef est remise en question. M. Parizeau, avez-vous l'impression que vous êtes encore vraiment le patron du oui? Non, là, je parle, madame, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre. Je suis premier ministre du Québec. Le midi 15 avec Michel Lacombe. Le lendemain, Bouchard en remet. Monsieur Bouchard, pourquoi avez-vous tenu à parler vous-même de virage? Parce qu'il faut un virage. Manifestement, il faut un virage. Il me paraît que ce que les gens demandent, c'est un virage. Jean-François Lisée écoute dans sa voiture. Il sait que le climat est tendu, mais il est loin de se douter de ce que Lucien Bouchard prépare. C'est idiot comme mission. Est-ce qu'on fait un référendum pour le perdre? Moi, s'il y a une chose que je ne veux pas, monsieur, c'est pas moi qui vais décider, mais s'il y a une chose que je ne souhaite pas, c'est d'assister ou de participer alors, on verra, à une campagne référendaire qui nous conduirait d'une façon assurée à l'échec. Assister ou participer? Ben, on se posera toutes les questions, mais je ne veux pas assister à ça. Participer, j'ai dit on verra. Et là, je dis, wow!
Alors là, ils viennent de dire ça, là, publiquement, là. Bon. Alors là, on vient de monter de 3 étages de crise, là. On est vraiment en crise majeure. Donc, il y a une menace publique confirmée par un de nos 2 chefs de ne pas participer s'il n'est pas satisfait. Alors là, je trouvais que c'était vraiment... On était au bord du gouffre, là. Au Canada anglais, on jubile. Certains comparent le coup que Bouchard vient de porter à Parizeau à sa démission fracassante du gouvernement Mulroney lors du débat sur l'accord du lac Meech. D'autres proclament même que le conflit porte un coup fatal à la menace séparatiste. Jacques Parizeau est furieux. Son entourage ébranlé. Les ponts entre les 2 chefs sont rompus. Lisée prépare une note confidentielle qui examine froidement toutes les options pour survivre à cette crise. Pour lui, il est clair que Lucien Bouchard est le maître du jeu. On ne peut pas avoir un chef politique qui tire 72% de bonnes opinions et penser pouvoir le contourner. Une tentative de remariage entre vous et M. Bouchard manquerait de crédibilité. Pour débloquer le jeu, il faut créer un mouvement réel, énorme, accaparant toute l'attention. Alors, dramatisez. Faites-en un événement historique. C'est ce que fait Parizeau. Il amorce son propre virage stratégique en attirant au camp du oui un nouveau joueur, Mario Dumont. Par ce geste, il croit avoir repris la maîtrise du jeu sans donner l'impression d'avoir cédé à Lucien Bouchard. Chef de l'Action démocratique, Dumont incarne l'ambivalence de nombreux Québécois qui hésitent devant la souveraineté. Comme Lucien Bouchard, il exige une négociation de partenariat avec le Canada. Cette fois, Jacques Parizeau accepte de modifier sa stratégie. Le projet venait de changer. Attention, c'est plus l'affaire de M. Parizeau, c'est autre chose. Le projet vient de changer, il vient de se passer quelque chose. C'est un nouveau projet avec une coalition différente dans lequel M. Parizeau est un joueur sur 3. Le référendum, pour moi, est un référendum d'exécution. Si on le gagne, on le gagne pour faire la souveraineté du Québec. Et tout est fait en fonction de ça. Dans la mesure où il est clair que beaucoup de gens aimeraient qu'avant de partir, on fasse une dernière proposition au Canada. Et moi, je suis tout à fait disposé à accepter ça, à une condition. C'est qu'on s'entende que si ça ne marche pas, on fait la souveraineté quand même. Vous êtes tous d'accord? Parfait. Alors moi, j'accepterai l'association, le partenariat, l'union confédérale, alléluia, tout ce que vous voulez. Le 12 juin 1995, dans un cadre digne d'un grand traité international, les 3 chefs célèbrent la naissance de la coalition souverainiste. Cette coalition tiendra jusqu'au soir du référendum. Pour les fédéralistes, l'entente du 12 juin n'est qu'une astuce, un mirage, selon Jean Chrétien. Mais la consul générale des États-Unis à Québec pressent l'avenir. Son rapport au secrétariat d'État est prophétique. Les Canadiens et les Québécois feraient bien d'attacher leur ceinture. Le train vers la souveraineté vient de quitter la gare et prendre la vitesse. Nous avons de la chance de n'être que témoins. Il est fort probable que ça va brasser. Nous avons été trompés en 1982, quand les gouvernements du Canada et des provinces anglophones ont modifié la Constitution en profondeur et à notre détriment. En 1990, l'échec de l'accord du lac Meech a révélé le refus de reconnaître jusqu'à notre caractère distinct. Parce que nous avons perduré, en dépit des tractations et des marchandages dont nous avons été l'objet. Nous, peuple du Québec, par la voix de notre Assemblée nationale, proclamons ceci. Le Québec est un pays souverain. Pour un bref instant, le 6 septembre 1995, un mois avant le déclenchement du référendum,
Jacques Parizeau vit son rêve, la naissance d'un Québec souverain. Malheureusement pour lui, ce n'est qu'une avant-première. Le peuple québécois ne s'est pas encore prononcé. Ce n'est que poésie et spectacle. Une cérémonie pour les militants de la première heure, ceux qui luttent avec lui depuis plus d'un quart de siècle. Jacques Parizeau croit en la victoire. Il a fait tant de sacrifices pour s'en assurer. Il peut bien se permettre ce moment de gloire anticipé. Ses partenaires ont refusé d'y participer. Lucien Bouchard et Mario Dumont se sentent très mal à l'aise devant un tel spectacle. Pour moi, c'est un événement extraterrestre, toute cette affaire-là, qu'on appelait amicalement la grand-messe. Quand je vois ces événements-là, j'ai toujours l'impression qu'on se fait des grandes cérémonies, puis que les leaders sont aux premières loges, puis ils se lisent des poèmes, puis ils se font des chansons. Puis j'ai toujours peur que ça traduise tout simplement comme message que est-ce qu'on fait vraiment ça pour le peuple? En quoi, dans une grand-messe comme ça, on est en train de dire aux gens qu'on va améliorer leur sort à travers les décisions qu'on est en train de prendre? Parfois, M. Parizeau, il donnait un peu dans l'emphase. Et ça ne nous semblait pas être le moment et l'occasion de faire ça. Le lendemain, Jacques Parizeau révèle la question qui lance le deuxième référendum en 15 ans sur l'indépendance du Québec. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? Voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain en telle date? Il avait dit que ça allait être la question. Seulement quand le chef de l'opposition a réalisé qu'il ne pouvait pas gagner, il a dit on va fabriquer une question gagnante. Est-ce que c'est ça, le respect de la démocratie? Fabriquer une question gagnante parce qu'on ne peut pas convaincre les Québécois de quitter le Canada? Bon, moi, j'ai toujours pensé, je l'ai dit d'ailleurs depuis tant et plus, que la question la plus simple dans un référendum, c'est voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain à partir de telle date? Voilà. Oui, non. Alors, des fois, on est obligé de composer avec les circonstances, et Dieu sait si je l'ai fait, mais ça n'enlève rien à mes convictions. La question surprend. Chacun a son opinion. Je pense que la question est formulée à la mesure du manque de courage politique des Québécois dans l'ensemble. Parce que la question devrait être bien simple. Désirez-vous un pays souverain ou pas? Je trouve qu'on demande aux gens de voter sur un partenariat qui est tout à fait artificiel parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Moi, personnellement, j'ai été horrifié par le libellé de la question. Vous savez, quand on est démocrate, faut accepter que la démocratie s'exerce dans un contexte de clarté. Les affirmations, les faits que la question n'est pas claire, moi, ça me répugne. Je trouve que c'est insultant pour les Québécois. Que ce soit un mot ou que ça soit 5 millions, ça ne sera jamais clair pour eux. Toute cette notion de clarté, là, je trouve que c'est pas très respectueux de la population. Ça laisse entendre, finalement, que les gens qui n'ont pas pensé comme toi le jour du référendum, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Là, puis la question, elle disait ce qu'elle disait. Puis les gens qui ont voté, là, je sais pas, moi, j'ai pas rencontré au lendemain du référendum là, des citoyens là, qui ont voté puis qui ne savaient pas du tout sur quoi ils votaient. Je suis un ouvrier, moi, non instruit, puis je la comprends très bien, puis je trouve que la question est bonne. La question est très claire, elle me plaît beaucoup. Elle parle de souveraineté et de conclure une entente avec le Canada, et c'est exactement ce qu'on veut. Conformément à la loi concernant les référendums sur la Constitution du Canada... C'est Jean-François Lisée qui a rédigé la question. Il n'a pas eu à chercher bien loin pour trouver un modèle. Acceptez-vous que la Constitution du Canada soit renouvelée? C'est assez simple. Je vais voir la question des fédéralistes de 92 du référendum de Charlottetown. Oui, non. Donc, je dis, on ne peut pas perdre. On calque la question de 92. Si c'était bon pour tout le Canada, ça doit être bon pour le Québec. Moi, je n'accepte pas la question. Les premiers ministres des autres provinces s'empressent de l'attaquer. Les Québécois ne veulent pas
L'astuce. I think this question will be doomed, especially if we can tear off the mask, if I may use those words, which I think is behind this question or covering this question. I had hoped that the Premier would have presented a question that was straightforward. Do you want to separate from Canada or do you not? Ce sera leur dernière intervention pour un bon moment. Alors que Parizeau dévoile la question, les fédéralistes québécois font le tour des salles de rédaction du Canada anglais avec un message on ne peut plus clair. C'est notre combat, ne vous en mêlez pas. Le message passe. Le Canada se tait, même si certains, comme William Gould du Calgary Herald, vendent la mèche. Cette stratégie d'exclure la participation du reste du Canada fait l'unanimité dans le camp du non. Il fallait que ce soit une affaire entre Québécois, parce que ça concernait les Québécois. Et si on avait donné l'impression aux Québécois que quelqu'un de l'extérieur qui tentait de diriger leur choix, je pense que ça aurait eu l'effet inverse. Ils essaient de camoufler leur option. La question de Jacques Parizeau a quelque peu surpris Jean Chrétien. Son instinct lui dicte de se garder une marge de manœuvre et de ne pas s'engager à reconnaître le résultat. S'il posait la question « Voulez-vous vous séparer du Canada? » Point final. Je dirais, je serais le premier à le reconnaître s'ils avaient l'honnêteté de poser une question absolument claire aux Québécois. Gagner par un vote, on brise pas un pays parce que quelqu'un a oublié ses lunettes pour aller voter. Ça prend une majorité qualifiée. Les gens, ben beau, la démocratie, ben, c'est toujours des minorités ou des majorités. C'est jamais 50 plus 1 en toutes circonstances. Preston Manning, le chef du Parti réformiste, est un Canadien qui n'accepte pas de se taire. Il veut que Chrétien affirme dès maintenant que la réponse à cette question décidera du sort du Canada. Il exige que Chrétien affirme qu'un oui veut dire que le Québec quitte le Canada et surtout qu'un résultat de 50% plus 1 est suffisant pour décider de l'enjeu. And that 50% plus 1 is the dividing line between those two positions. Jean Chrétien refuse de le faire. Il réplique que la question est ambiguë et il accuse Manning de jouer le jeu des souverainistes et de les aider à détruire le Canada en acceptant la légitimité d'une telle question et d'une majorité d'un seul vote. To say that with a clouded question like that, with one vote, I will help them to destroy Canada. You might, I won't not, Mr. Manning. Il considérait que la question n'était pas légitime. Alors, nous lui avons demandé que serait pour vous une question légitime. Il a commencé à mettre en doute qu'un vote de 50% serait suffisant. Bon, si ce n'est pas suffisant, combien faudrait-il? D'ailleurs, si le gouvernement a une opinion là-dessus, pourquoi ne pas l'exprimer dans une loi? Et non seulement il résistait, mais il accusait quiconque soulevait la question presque de trahison. Je dis pas que ça prend les 2/3 des votes. Je vous dis que... Jean Chrétien est pris dans l'engrenage d'une démarche dictée par Jacques Parizeau, mais il s'en soucie peu. Il est convaincu que les fédéralistes vont l'emporter facilement. Soyez donc honnêtes. Dites donc aux Québécois, comme vous avez dit aux Américains, nous sommes des séparatistes. Et vous allez en manger une belle. Désole, c'est de voir un gouvernement de bien montrer le piège que M. Parizeau nous a tendu. Avant même le début officiel de la campagne référendaire, le camp du non lance sa grande offensive. La stratégie est simple. Démolir les thèses économiques du oui et attaquer sans relâche et sans merci la crédibilité de Jacques Parizeau. Certaines gens, peut-être, doivent le prendre pour un cadre. On jurerait que pour Jacques Parizeau, l'échec de ses offres est planifié et programmé. C'est tout ce qui l'intéresse, l'échec des discussions avec nos voisins. C'est tout ce qui est pratique. Il est incapable d'avoir la crédibilité de négocier de bonne foi, de façon constructive avec nos voisins. C'est planifié, c'est programmé, ça, l'échec de cette offre-là. Ils veulent garder le dollar canadien, l'espace économique canadien. On va garder l'ALENA, on va garder la citoyenneté, on va garder les passeports. Bon, tu sais, ils font des excès d'enthousiasme. Je comprends leur fierté. Ils sont fiers d'être Canadiens eux aussi.
Il est exclu qu'un État rapetissé aux dimensions d'un Québec indépendant puisse supporter de manière adéquate le développement de ce type d'entreprise. S'il vous plaît, continuez à travailler. Il ne faut pas gagner le 30 octobre. Il faut écraser. L'attaque est dévastatrice. Jacques Parizeau peut encore remettre le référendum à plus tard. Le déclencher maintenant semble suicidaire. M. Parizeau? Oui, ça va. L'animateur Gilles Proulx n'en revient pas. Oui ou non, c'est le 30 que nous sommes convoqués. Techniquement, vous êtes encore capable de nous retarder ça. Mais non, c'est évident que c'est le 30. C'est le 30. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Pourquoi on a cogité avec des papiers et dire peut-être qu'il pourrait retarder? Je dis que c'est le 30 octobre. Ben, voulez-vous me croire? Hein? Croyez-moi, je vous assure. Dans ce domaine-là, pour ça, c'est moi qui ai raison. Si je dis que c'est le 30 octobre, c'est à moi de convoquer, vous comprenez? Alors, c'est moi qui décide. Je vous dis que c'est le 30. We heard the referendum is going to be postponed. Oh, yes, I'm sure that you've heard about that. Would you please believe me when I say it's October 30th? You never believe me. I don't know why. I assure you that it'll be on October 30th. Why don't you believe me? Le 1er octobre, c'est officiel. Les Québécois sont convoqués aux urnes dans 30 jours. I think we'll make it. I think we'll have a country pretty soon. Les souverainistes semblent avoir rendez-vous avec la défaite. Les journalistes n'en reviennent toujours pas. Parizeau lui-même reconnaît que la situation est difficile, mais il est optimiste. I don't think we're trading all that badly. On the contrary, we've had, I think, a remarkable week. Mais sa campagne commence mal. Celui qui tourne sur son tuyau comme ça. Le message de Parizeau ne passe pas. Je sais pas, c'est peut-être de la production industrielle, mais c'est de l'art. Les militaires nous le disaient, là, regardez, là, on plafonne. Là. On peut pas aller plus loin. Là. Ça, il manque quelque chose, il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose. Ça tournait en rond, leur campagne, ça menait nulle part. Et ça aurait été, à toute fin pratique, une répétition de 1980. Même le nouveau consul américain à Québec, Steve Kelly, constate l'impasse du oui. Il écrit à Washington. Les stratèges souverainistes croient que si les prochains sondages ne montrent pas des signes d'une remontée pour le oui, leur combat est perdu. Pour Lucien Bouchard, c'est la réalisation de son pire cauchemar. Entraîné, malgré lui, vers un référendum qui semble perdu d'avance. Mais les conseillers de Jacques Parizeau n'ont pas abandonné la partie. Ils lui présentent une idée étonnante. Rapidement, lui et moi, on convient que je vais préparer le scénario, mais que ça doit se faire dans un élément de secret. Là. Dans le camp du non, tout va selon le plan de match. C'est Daniel Johnson, chef du Parti libéral du Québec, qui mène la campagne. Il n'est pas très charismatique, mais tous respectent sa compétence, en économie surtout. J'inviterai maintenant les députés du Parti libéral du Québec à l'Assemblée nationale, les députés du Québec à la Chambre des communes. Le camp du non, c'est un rassemblement impressionnant de politiciens du Québec et d'Ottawa et de gens d'affaires. Mais malgré cette apparence de force, c'est une coalition fragile. Plusieurs de ces politiciens sont des adversaires en temps normaux. Mais la loi référendaire les force à faire campagne sous la même bannière. C'est ça la vraie difficulté pour le chef du non, là, c'est d'être le chef d'une coalition de gens qui sont à peu près partout là, sur le portrait non souverainiste. Pour l'instant, c'est sans conséquence. Le non a le vent dans les voiles. Leur stratégie agressive porte fruit. Voici les représentants des forces du non! Cette stratégie est une copie conforme de celle qu'ils avaient utilisée avec grand succès en 1980. Ils s'attendent au même résultat. Merci. Merci beaucoup.
Et vous, M. Johnson, je voudrais vous remercier parce que vous faites un travail tout à fait exceptionnel dans cette campagne. Jean Chrétien s'est laissé convaincre par ses conseillers de se faire discret. Le 6 octobre, il fait sa première sortie de la campagne. C'est dans son propre comté de Saint-Maurice. Vous les avez écrasés à l'Assemblée nationale. Vos macarons... Et mon instinct me disait que je devais avoir un peu plus les doigts dans la tarte. J'avais accepté, je m'en défends pas, mais disons que j'étais pas complètement à l'aise. C'était pas... Mon instinct n'allait pas avec ma raison là-dedans. Jean Chrétien, un des politiciens les plus combatifs et aguerris du pays, s'acquitte de bonne grâce de son rôle secondaire. Tout baigne dans l'harmonie. Mais Daniel Johnson et Jean Chrétien n'ont aucune idée de la tempête qui va s'abattre sur eux dans moins de 24 heures. La campagne de Jacques Parizeau ne va nulle part. Et maintenant, il doit faire un choix critique. Protéger son amour-propre et compromettre son grand projet, ou faire un geste d'une audace sans précédent. Mes amis, il me fait grand plaisir de vous présenter celui qui sera, le 31 octobre, le négociateur en chef des Québécois, M. Lucien Bouchard. Jacques Parizeau choisit l'audace et cède l'avant-scène. Il sait que c'est Bouchard, et non lui, qui fait vibrer les gens. Ses proches savent ce qu'il ressent. Jacques Parizeau voulait gagner. Alors, c'était la chose à faire. Puis il l'a fait de bon cœur. Mais je vous dis pas que ça s'est fait sans pincement à son orgueil. Et puis sans pincement... c'est certain. Hein? Mais il était prêt à tous les sacrifices. C'est de gagner. C'est de gagner. Il faut imaginer même pas que j'ai passé autant d'années de ma vie pour perdre pour des affaires d'égo. C'est comme un coup de tonnerre. Lucien Bouchard fait immédiatement monter le ton de la campagne. Monsieur Chrétien a dit hier qu'il était content. Parce que, pense-t-il, Daniel Johnson a écrasé le gouvernement Parizeau. Écrasé, a-t-il dit. Et M. Johnson est très heureux. Il aime ça, du monde écrasé. C'est comme ça qu'il nous voit, c'est comme ça qu'il nous souhaite. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer des paroles de M. Chrétien. C'est toujours très profond, ce qu'il dit. Qui ne connaît pas la force de l'idée souverainiste et la grande fierté qui l'anime. Il devrait savoir qu'à 3 semaines du 30 octobre, rien n'est fini, que tout commence et que nous allons le remporter le 30 octobre. Oui, on va gagner. Oui, on va gagner. C'est sûr qu'on l'a perçu comme une manœuvre dans un premier temps. Puis, j'aurais jamais cru que ça aurait pu se faire de façon volontaire, parce que, d'après moi, ça représentait quasiment un coup d'État. Le chef d'opposition s'en vient, à toute fin pratique, remplacer le président du comité du oui. Premier ministre, en plus de ça. Quand il est devenu, effectivement, le nouveau conducteur de l'autobus, bon, je pensais que c'était le même autobus. C'est le début d'un temps nouveau, nous voilà devenus des oiseaux, dans l'équipe du sud du tambour, ceux du ciel et ceux du cerveau, et les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau, c'est le début d'un
il ne se trouve que du côté du oui. Le oui est porteur de changement. Les femmes pour l'amour et pour l'enfant, les hommes de travail très scrupuleux, le bonheur et la seule vertu, c'est l'élu d'un temps nouveau. On va alors renvoyer leur constitution qui ont voulu nous imposer d'une façon antidémocratique. Un nouveau sondage léger vient réconforter le camp du oui. Le oui recueillerait 49,2% et le non 50,8% des intentions de vote. C'est le temps qu'on sorte du marasme. C'est le temps qu'on sorte de la torpeur du Québec. Je me rappelle, il y a des gens qui demandaient quasiment de bénir le drapeau du Québec. Alors, c'était un peu inusité. J'en avais fait beaucoup, la politique, mais des situations comme celle-là, je n'avais jamais vu. Alors, M. Brise avait un défi un peu nouveau, parce que c'était plus la politique, là. C'était une espèce de... La main, je ne veux pas faire allusion à M. Ryan, mais la main de Dieu qui était intervenue, alors, dans l'esprit de bien des gens. Il s'appelle Lucien, en plus. Lucien venait de vivre la maladie de la mangeuse de chair. Il avait lutté, il en a sorti. C'était quasi un miracle. Et ça a eu un effet dans le public. C'était le miraculé qui se promenait au Québec. Même lorsqu'il gaffe, c'est sans conséquence. Pensez-vous que ça a du bon sens d'avoir une démographie comme la nôtre? Pensez-vous que ça a du bon sens qu'on ait si peu d'enfants au Québec? On est une des races blanches qui a le moins d'enfants, ça n'a pas de bon sens? Franchement, s'il y avait eu un propos comme celui-là, je m'aurais mangé une volée, et puis la presse l'a laissé passer. Il y en a d'autres, là, je me rappelle pas, mais il y avait des choses que je trouvais un peu surprenantes, que normalement, un politicien aurait eu beaucoup de difficultés, et lui, ça passait. Quand on faisait des focus group avec des gens on leur passait des images de M. Bouchard, puis on leur demandait, ça vous dérange-tu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis quand il était en désaccord avec ce qu'il disait, bien, il a dit c'était peut-être pas ce qu'il voulait vraiment dire. Il y avait toujours une excuse. Il y avait des gens qui reflétaient sur son apparence physique, qui trouvaient très beau, puis tout ça, etc. Donc c'était quasiment de l'irrationnel. C'était très difficile à contrer ça. Le pari de mettre Lucien Bouchard à l'avant-scène s'avère génial. Son titre de négociateur en chef et sa réputation accréditent l'idée d'un partenariat avec le Canada. Un grand vent semble porter Lucien Bouchard et les souverainistes vers la victoire. Le Palais des Congrès, 12 jours avant le référendum. L'élite du monde des affaires sort en force pour manifester son appui au non. Lucien Bouchard sillonne la province depuis 10 jours déjà. Mais le discours des fédéralistes n'a pas changé. Leur campagne semble figée dans le temps. Pendant que Jacques Parizeau est en vol plané au-dessus de la réalité, on sait, nous, comme Québécois, qu'une réalité a été démontrée qu'on peut fabriquer des avions qui parcourent le ciel comme Laurent Baudouin l'a fait. C'est ça, la différence entre Laurent Baudouin et Jacques Parizeau. L'un qui est en vol plané au-dessus de la réalité, l'autre qui ferait des vrais avions qui emportent le Québec vers les plus grands espaces et le plus haut. Merci, Laurent, de tes convictions. Merci de ne pas avoir peur de faire valoir tes convictions. Même Jean Charest, le plus passionné des ténors du non, ne sait pas trop comment réagir à la charge émotive de Lucien Bouchard. Comme orateur, M. Bouchard, bravo. Comme économiste, zéro. Au début, et moi inclus, là, on ne savait pas par quel bout prendre tout ça. On était embêtés. Et moi, ça m'a rappelé la campagne fédérale de 93. M. Bouchard était très populaire. Et franchement, ses adversaires ne savaient pas comment l'aborder. On ne pouvait pas l'attaquer personnellement. En même temps, il était très populaire. Il avait une très grande crédibilité. Je pense que le camp du non était simplement embêté. Il cherchait une façon de contrecarrer son effet
sans avoir l'air de l'attaquer personnellement d'une part. Et d'autre part, ça a peut-être pris un peu de temps avant de réaliser qu'il avait cet effet-là. Mon nom est Phil O'Brien, je suis président du conseil de Devoncourt. La coalition du non est ébranlée. Les hommes d'affaires sont de plus en plus impatients à l'endroit des politiciens et ils ne se gênent plus pour le dire. Les gens d'affaires travaillent au développement du Québec. Ils travaillent avec respect, avec responsabilité, avec vision et avec passion. C'est pas trop demander à nos leaders de faire la même chose. Tu sentais qu'il y avait vraiment une âme dans ce que les gens du Parti québécois voulaient faire. Tu avais un spirit, il y avait un challenge quelconque. Les gens croyaient à ce qu'ils voulaient faire. Et du côté du comité du non, c'était bien plus business. C'était mécanique. Tu n'avais pas de cœur dedans. Je me sentais qu'il n'y avait pas de passion, le même genre de passion. Et chaque fois que tu essayais de monter quelque chose, tout le monde essayait de protéger. Tu sentais qu'il y avait deux équipes qui n'étaient pas égales. Le même soir, la preuve irréfutable que tout a changé. Un sondage met le oui en avance pour la première fois. Le oui obtient 50,6 %, le non 49,4 %. La consternation déborde les frontières du Québec. Le reste du Canada n'accepte plus la consigne du silence. A separate Quebec would be a foreign country. Period. Anything else is wishful thinking. Les politiciens hors Québec montrent maintenant Jean Chrétien du doigt. Ils l'accusent d'avoir péché par excès de confiance et ils remettent en question ses capacités et son jugement. J'essaie de ne pas être négatif, mais je crois qu'il y avait une certaine arrogance, une condescendance de la part de messieurs Chrétien, Goldenberg et compagnie. Ils disaient « Nous avons déjà vu ça. Vous êtes nouvellement élus ici. Occupez-vous de vos petites réformes de l'aide sociale et de vos réductions d'impôts. Cela ne fonctionnera pas, mais allez-y, faites-vous sauter la cervelle. Mais surtout, restez en dehors de tout ça. Nous savons ce que nous faisons, pas vous. » Je tentais de déceler une stratégie d'ensemble et je n'en voyais pas. Je posais des questions sur la stratégie et il me répondait par des tactiques. Il parlait du dernier référendum, mais je me rappelais que la dernière fois, Trudeau était le cerveau d'opération, alors que Chrétien était plutôt l'homme de terrain. Il racontait qu'ils avaient fait en sorte que le ministère de la Santé loue la moitié des panneaux publicitaires au Québec et ils allaient faire la même chose pour cette campagne. N'était-ce pas fantastique? C'est bien, mais... Bon, évidemment, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est vous le cerveau de l'opération. Vous devez avoir une stratégie globale. Et je n'en voyais pas. Le reste du Canada exprime enfin sa frustration. Je peux pas croire qu'on ait entendu si peu nos leaders politiques. Ils disent rien et le pays, maintenant, est en train de s'effondrer. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû être beaucoup plus passionnés pour notre pays. Et s'ils l'avaient été, peut-être qu'on n'en serait pas rendu là. Comme ontarien, je suis très frustré que j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer ou encore de participer dans toute cette affaire-là. Je dois assister à l'effondrement de mon pays en spectateur et je peux rien y faire. L'angoisse est contagieuse. Elle se répand dans le reste du Canada et s'insinue au cœur même du gouvernement de Jean Chrétien. Une des choses qui m'a dérangé, c'est que du début à la fin, il y a eu cette idée que c'était une lutte entre Québécois, que les autres ne devaient pas s'en mêler. Il disait, « Vous pouvez nous faire part de vos opinions, mais c'est notre combat. Nous connaissons bien le Québec et nous choisirons la stratégie. » Je trouvais cela vraiment inacceptable. J'ai exprimé plusieurs fois mon malaise à M. Chrétien. Je pense qu'il a fini par réaliser qu'il y avait une possibilité que le oui l'emporte. Les forces fédéralistes n'ont pas fait du bon travail. Vous savez, il y a beaucoup de questions des Québécois qui sont restés sans réponse des Jean Chrétien parce qu'ils n'étaient pas là au début de la campagne. Ils espéraient que s'ils faisaient semblant que ça n'existait pas, tout disparaîtrait. Maintenant, c'est très évident qu'ils ont commis une erreur stratégique monumentale. Cette campagne prudente, marcher sur des œufs,
laisser à d'autres le soin de s'en occuper comme si ce n'était pas nos affaires, a permis à M. Bouchard d'affirmer que le reste du Canada s'en foutait. Sa campagne fonctionnait très bien et la nôtre ne fonctionnait pas. Et il fallait faire quelque chose pour renverser la vapeur. Et il n'y avait aucun plan B. Comment se peut-il qu'il n'y avait aucun plan B? Tout le monde au Québec prévoyait que M. Bouchard aurait un effet considérable. Comment se peut-il que le camp du Nord soit si déconnecté qu'il n'a pas prévu ça? C'était triste. Je me sentais complètement impuissant face à l'avenir de mon propre pays. C'était terrible. Les Canadiens sont sous le choc. Leurs dirigeants politiques les avaient assurés que la cause fédéraliste triompherait aisément. Et aujourd'hui, tout d'un coup, leur pays est au bord de l'éclatement. Depuis des mois, l'ambassadeur américain James Blanchard plaide pour que son gouvernement s'affiche ouvertement en faveur d'un Canada uni. Car selon lui, sa position de non-intervention est mal présentée aux Québécois. Il abandonne maintenant toute réserve diplomatique. Je vous le dis, la couverture des médias sur la position des Américains était scandaleusement inexacte. Même certaines de mes paroles ont été déformées. Si un concierge du département d'État avait dit « J'aime le Québec », on aurait titré « Un porte-parole du département d'État acclame le nouveau pays ». 2 semaines avant le référendum, Washington consent à l'écouter. Le secrétaire d'État Warren Christopher est le premier à changer le ton. Le 18 octobre, il rencontre le ministre des Affaires étrangères du Canada, André Ouellette. Quand un journaliste lui pose une question sur le référendum au Québec, Christopher répète le mantra américain. Puis il va plus loin. I think we shouldn't take for granted that a different kind of organization would be just obviously have exactly the same kind of ties. On est satisfait de cette déclaration-là. Si c'est le pire qu'ils peuvent faire, ça va très bien. Cependant, il y a quelqu'un de l'autre côté aussi qui se rend compte que ça n'a servi à rien. Et là, d'une source diplomatique américaine, on est avisé que la pression monte pour que la Maison-Blanche intervienne et fasse une déclaration plus opérationnelle. Bon, alors qu'est-ce que ça voulait dire, une déclaration plus opérationnelle? C'est, enfin pour nous, ce qui nous inquiétait, c'est est-ce que ils vont dire quelque chose sur les emplois, l'investissement américain au Québec? Ah ben ça ferait peur. C'est exactement le nerf économique, là. Bon. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour leur dire que ce ne serait pas une bonne idée? Pour prévenir le coup, Québec tente d'intimider le gouvernement américain. Si le oui l'emporte, ce qui est maintenant plausible, les Québécois et les historiens se souviendront que la souveraineté du Québec fut accomplie malgré, sinon contre la volonté des Américains. C'est Lisée qui rédige la lettre. Bernard Landry qui la signe et la remet au consul américain Steve Kelly. J'ai trouvé qu'il avait l'air stupide et maladroit. C'était une menace voilée contre les États-Unis et Warren Christopher. Christopher ne savait pas qui était Bernard Landry. Je lui ai simplement dit de la mettre dans un tiroir. C'est un geste d'une audace incroyable. Mais le gouvernement du Québec veut désespérément empêcher que Bill Clinton se prononce durant la dernière semaine de la campagne. La réponse américaine viendra dans les jours suivants. Le vendredi 20 octobre, Raymond Chrétien, l'ambassadeur canadien aux États-Unis, est à Wall Street, à New York. Ici, l'argent règne. Tout, y compris la politique, se mesure en dollars. C'est une rencontre prévue depuis longtemps avec des gens d'affaires influents. Il fait son petit discours d'usage vantant les mérites du Canada. Mais ces gens d'affaires lisent les journaux et ils suivent les sondages. Question after question, comment after comment, telling me, listen. On me répétait, écoutez, on suit de près ce qui se passe au Québec et
On n'est pas sûr que vous allez gagner. C'est tellement serré que les deux camps peuvent l'emporter. En soirée, Jean Chrétien arrive à New York afin de participer aux célébrations du 50e anniversaire des Nations Unies. Installé au très chic hôtel Pierre, il soupe avec son neveu Raymond, qui, lui, est profondément inquiet. Je lui ai dit, dès que vous arriverez aux Nations Unies, vous serez inondé de questions. Ils voudront savoir ce qui va arriver, quelle est votre position, risquez-vous de perdre, des choses comme ça. Je voulais l'avertir que les Américains avaient l'impression que c'était trop serré pour pouvoir prédire le résultat. De mon côté, je réalisais aussi tout à coup que nous n'avions pas de plan B. Je voulais savoir qu'est-ce que je fais dans une semaine. Qu'est-ce que je dis au président Clinton si le Canada perd? Quel est notre message et le verdict? On l'accepte, on le refuse, à quelles conditions? Vous savez, c'était une question pas mal importante à régler. Et laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, ça patinait fort. L'ambassadeur Blanchard fait en sorte que Jean Chrétien et Bill Clinton aient l'occasion de se croiser le lendemain. C'est un moment extrêmement délicat. Chrétien ne peut pas officiellement demander de l'aide et Clinton ne peut pas lui en offrir sans créer un incident diplomatique. Tout se fait à mots couverts. Je me rappelle pas. Peut-être qu'il s'est informé alors que nous étions aux Nations Unies, genre comment ça marche, puis j'ai expliqué. Je n'ai pas appelé Clinton, puis j'ai dit, Bill, j'aimerais que tu fasses une déclaration. Pour moi, ça s'est passé. Il lui a demandé de l'aide à New York. Il lui a demandé de l'aide sans être plus précis. Le même jour, à Montréal, un sondage interne sème la consternation au quartier général du non. Le oui est en avance de 7 points. Subitement, de vieilles divergences entre les libéraux du Québec et ceux d'Ottawa refont surface. La moindre erreur serait catastrophique. Daniel Johnson fait campagne à Longueuil, en compagnie de son ami Bob Ray. Un journaliste lui demande s'il serait utile que Jean Chrétien reconnaisse le caractère distinct du Québec avant le référendum. Johnson croit que oui. Bon, là, on est dans le domaine du souhaitable. Là. On n'est pas... À New York, Jean Chrétien n'est pas de cet avis. Non, on ne parle pas de constitution, on parle de la séparation du Québec du reste du Canada. Peut-être j'aurais dû juste écarter la question. Peut-être pas, c'est pas mon genre. Alors, en l'occurrence, j'ai répondu, une évidence est plutôt mieux que plus tard. Là, c'est devenu, là, ça a décollé. Leur déclaration contradictoire provoque une tempête médiatique. Ça ne pouvait pas se produire à un pire moment. La campagne fédéraliste est en chute libre. Les déboires du camp du non sont un cadeau inattendu pour le camp souverainiste. Lucien Bouchard invite Daniel Johnson à se joindre au camp du oui. Monsieur Johnson, ne comprenez-vous pas que vous êtes dans le camp du non? Avez-vous compris maintenant que vous êtes dans le camp du non, de ceux qui disent non, de ceux qui se font dire non, de ceux qui vivent dans le non et de ceux qui ne peuvent avoir comme avenir qu'un non au Québec? Vous n'avez pas compris? Est-ce que vous persistez, Monsieur Johnson, à remettre à Jean Chrétien, cet homme qui vous a déjà dit non et qui vous dit qu'il vous dira toujours non? Est-ce que vous persistez à vouloir lui remettre un chèque en blanc? Est-ce que vous persistez à vouloir lui confier l'avenir du Québec? Est-ce que vous persistez à lui confier la création d'emplois au Québec? Est-ce que vous persistez à en faire le maître du destin du Québec? Vous savez que c'est non! I recall just having a sinking feeling in my stomach. J'avais l'estomac noué. That we were going from bad to worse. Ça allait de mal en pis. Je ne pouvais pas croire que Daniel Johnson prendrait position sans qu'Ottawa n'ait de réponse toute prête. J'ignore où les communications ont échoué. Mais la fin de semaine a vraiment été très pénible pour nous. Je suis sorti de cette fin de semaine avec
le sentiment qu'il était très possible que le oui gagne. Le dimanche soir, une dizaine de ministres fédéraux se rencontrent pour souper dans un chic restaurant de Hull. Pour la première fois, ils doivent envisager ce qui était jusqu'à ce jour un scénario impensable. Un Canada sans le Québec. On était un groupe de ministres du Canada anglais. On parlait de nos craintes, de nos préoccupations, du déroulement de la campagne. Nous n'avons pas parlé d'un scénario précis, de ce qui arriverait si on perdait le référendum, mais on s'est regardé et on a reconnu qu'il s'agissait d'une possibilité réelle et que si ça se produisait, on ne pourrait pas faire comme si de rien n'était. On aurait à se poser des questions difficiles comme est-ce qu'un premier ministre issu du Québec peut représenter le Canada dans une négociation alors qu'on vient d'obtenir le mandat de détruire le pays? Est-ce que les ministres du Québec, qui à ce moment-là, rappelez-vous, occupaient toutes les positions clés dans le cabinet, pourraient former l'équipe de négociation canadienne si l'objet des négociations est la souveraineté du Québec? La réponse est qu'ils ne pourraient pas. Et que la structure du gouvernement devrait changer considérablement. Comment? On n'est pas allé jusque-là. On savait seulement qu'on ferait notre devoir s'il le fallait. Évidemment, personne ne souhaitait ce résultat. Mais on s'est regardé dans le blanc des yeux et on s'est dit que s'il le fallait, on se les poserait ces questions-là. Et qu'avec la collaboration des autres partis au Parlement, on ferait notre travail. Cette campagne, déjà fertile en émotions et en rebondissements, n'a pas atteint son paroxysme. Il reste 7 jours avant le référendum. Ceux qui ont vécu cette semaine ne l'oublieront jamais.